Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Pour moi, les histoires, c'est ce qui est au cœur de ma vie professionnelle depuis toujours. Tu sais, quand on y pense, raconter des histoires, c'est en quelque sorte le plus vieux métier du monde. Je suis fasciné par les gens qui ont choisi d'en faire un métier. Qu'ils soient journalistes, scénaristes, réalisatrices ou producteurs, les gens qui gravitent autour du storytelling, ben, c'est des magiciens à mes yeux. Moi, dans la vie, là, j'aime poser des questions pour faire parler le monde. Mais j'aime surtout me faire raconter des expériences de vie qui sortent de l'ordinaire, par des gens qui font des choses que je rêve de faire ou que j'oserais jamais faire. Fait que comme tout le monde, j'ai décidé de faire un podcast. Mais en fait, c'est un prétexte pour inviter des gens avec qui j'ai envie d'échanger, puis pour découvrir ce qui les anime puis les incite à faire ce qu'ils font avec passion. Je m'appelle Philippe Lamarre, je suis le fondateur d'Urbania, puis vous écoutez Entre la fin puis le début. Pour le premier épisode, j'avais envie de rencontrer quelqu'un que j'apprécie puis dont je respecte le travail. Un gars qui a vraiment une vraie vision de son métier. Mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est authentique puis avec qui je sais que j'aurai un échange sincère. Fait que Guillaume L'Espérance, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est un bon pitch. Tu sais, je brise la glace de ce podcast-là avec toi parce que je me suis dit que ce sera pas plate, mais si cette série ne compte qu'un seul épisode, ben ce sera de ta faute. Ben là, je vais te faire un petit peu ton intro, puis ça se peut que tu veuilles apporter des précisions ou tout ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas 1 million d'affaires qui a été publiées sur toi sur Internet. Tu es quand même quelqu'un d'assez discret dans l'ombre. Bon, Guillaume, tu auras bientôt 44 ans. Ça fait plus de 20 ans que tu produis de la TV. Tu es tombé dans la marmite jeune. Ton père, Jean-Claude L'Espérance, était producteur puis agent d'artiste. Ouais. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est un producteur. C'est la personne qui trouve des gens qui ont des idées, les aide à les transformer en projets qu'ils vont ensuite vendre, financer puis réaliser. Oui. Si je me trompe pas, tu as travaillé à tes débuts sur les séries des Chicken Swell, 3 fois rien, Smash, Les Étoiles filantes. J'imagine que j'en oublie plein, là, d'autres projets sur lesquels tu travailles. Puis on dirait que tout ce que tu touches se transforme en or. Là, je sais que je gonfle ton ego déjà surdimensionné. Aujourd'hui, tu as ta propre boîte de production A-Média. Tu produis des émissions de variété, des fictions, documentaires, longs métrages. Tu as produit la série web à succès en audition avec Simon, qui est à peu près le premier méga succès web au Québec. C'est la seule que tu as faite, je pense, le web. Oui, c'est la seule. J'ai décliné les autres propositions. Ouais. Pas assez de cash, hein, c'est sûr. Puis tu travailles sur Tout le monde en parle depuis les tout débuts en 2004. Tu as travaillé sur Un souper presque parfait. Tu as produit Ces gars-là, une espèce de série culte dans notre monde. Les mecs, Discussion avec mes parents, puis plein de séries documentaires. Puis là, tu vas t'apprêter à tourner un nouveau long métrage. Ouais. Depuis 2006, tu produis The émission la plus prestigieuse puis la plus casse-gueule de la télé québécoise, le Bye Bye. D'ailleurs, cette année, tu as refracassé un record que tu avais toi-même établi l'année passée. Puis là, si je te connaissais pas, je dirais que Raël t'a cloné, puis qu'il y a 5-6 Guillaume L'Espérance qui travaillent dans un sous-sol, puis dont tu abuses, puis que tu payes très mal. Mais comme je te connais un peu, je sais que c'est pas vrai. Tu es ce qu'on appelle une machine. Bon, on va commencer avec une facile. Là. Je vais te faire une petite passe à palette, une petite softball facile. Pour Guillaume L'Espérance, là, c'est quoi une bonne histoire? Une bonne histoire, c'est toujours basé sur qu'est-ce qui fait que moi, j'allumerais ma télé. C'est toujours la question que je me pose quand je pars un projet. Est-ce que moi, j'écouterais ce que je produis? C'est vraiment la base de tout ce que je fais. Et la question aussi que je me pose, c'est est-ce que c'est grand public? Je suis un producteur qui souvent a été associé à des trucs qui sont populaires. Personnellement, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais j'aime que mes projets aient vraiment une grande écoute, autant des séries documentaires que des talk-shows, que des fictions. Puis pour quelque chose soit grand public, c'est quoi la différence entre quelque chose qui est grand public puis quétaine, puis quelque chose qui est grand public puis qui n'est pas quétaine? Écoute, on est tout le quétaine du voisin. Moi, le premier, je produis des émissions qui souvent vont pas nécessairement gagner des prix, mais qui vont avoir une auditoire qui est très grand. Discussion avec mes parents est un exemple pour moi concret d'une émission qui est populaire. On ne gagne pas de prix, mais l'émission, elle est vendue à l'international. Elle fait maintenant 1,3 million de codes d'écoute chaque semaine. C'est une super comédie familiale. Mais on n'a pas le edge, si on veut, de gagner des prix. Et quand on me donne le choix, je préfère avoir une émission comme ça,
que d'avoir un succès à 200-300 000 de code d'écoute, puis gagner plein de prix, puis faire parler de moi dans un festival à Berlin. Personnellement, c'est pas ça qui m'allume. Puis c'est pas parce que j'en ai pas gagné des prix. Là. J'ai un sous-sol qui est rempli de Gémeaux dans des boîtes. J'ai pas l'intérêt personnellement de courir les galas puis de récolter. Donc c'est pas ma locomotive. Je vais aller voir ces projets-là puis je vais être impressionné par la qualité. Je vais aller voir les films d'auteur, mais quand mon premier long-métrage, ça s'appelle Le Trip à 3. Puis mon deuxième long-métrage, que je vais commencer la production la semaine prochaine, le tournage, c'est une comédie romantique de Noël. Puis ça vient d'où ce flair-là quand tu dis, moi j'aime ça, quelque chose qui me fait ouvrir ma TV ou ce driver-là? C'est quoi les ingrédients qui font ça? Que tu dis ça, il y a tous les ingrédients. Si les gens savaient à quel point, encore une fois, parmi tant d'autres, je suis un imposteur, j'ai aucune idée. J'ai vraiment, vraiment eu un timing, une chance incroyable. J'ai été avec les bons créateurs, les bons projets au bon moment. C'est vraiment une question de timing, cette business-là. Et souvent, je croise des gens, puis des fois, le monde dit, à un moment donné, tu vas le pogner, ton vrai flop, puis c'est vrai, puis je m'en cache pas, je le crains pas non plus, je l'espère pas, mais je fais tout le temps pour pas que ça arrive. Je travaille excessivement fort, puis je considère que je travaille avec les gens les plus compétents de l'industrie. Mais tu dis que c'est la chance, mais tu sais, c'est pas... Tu l'as un peu fait, ta chance, là, j'imagine, dans le sens que t'es né au bon endroit avec peut-être le bon contexte. Ça fait 18 ans que je passe mes week-ends à Radio-Canada pour faire Tout le monde en parle. J'ai pas eu de vacances depuis 2 ans. Fait que c'est sûr, là, c'est sûr que c'est du travail acharné, c'est de l'organisation. Mais comme entrepreneur, il y a plein de choses que j'ai découvertes, là. Entre autres, moi, je suis quelqu'un à la base c'est bizarre à dire, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Puis quand on associe le succès à la gentillesse, on dirait que ça ne marche pas. On dirait que les gens ils aiment les requins, ils aiment le monde qui sont bêtes, qui sont divas, qui sont tough. Je vais te mettre sur ma blacklist, on ne travaillera plus jamais ensemble. Tu peux juste... Moi, je ne suis pas comme ça. Quand quelqu'un vient me pitcher un projet, la première chose que je lui dis, c'est « Est-ce que tu me choisis? Est-ce que tu as rencontré d'autres producteurs? » Puis je leur dis, allez voir ailleurs. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer, mais choisissez-moi. Puis c'est vraiment un minding de business qui est très, très différent. Puis bizarrement, qui m'a rendu assez prospère. Donc, ma relation, la vision que j'avais du monde des affaires, je me disais, Christy, à un moment donné, il va falloir que je vieillisse, puis que je devienne plus tough, puis que je tire la couverte, puis que je sois plus agressif. Puis plus le temps passe, plus je me rends compte que, tabarnouche, la gentillesse, la loyauté, le respect, de vouloir régler les affaires. Moi, quand il y a un conflit, je veux pas gagner, je veux le régler. Puis ça implique que je laisse du temps, de l'argent, certains de mes désirs sur la table, ben, je suis toujours prêt à le faire. Mais tu sais, cette gentillesse-là, j'imagine que c'est d'avant tout avec les créateurs, avec les talents. Oui, mais aussi avec les diffuseurs, avec les équipes. Tu sais, ça fait... On a toujours l'impression qu'on est super jeune. Moi, j'ai été longtemps le bébé de la gang, mais là, à 43 ans, on me disait ça... Bientôt 44. Bientôt 44, effectivement. Je te le rappelle. dans quelques semaines. Mais je me rends compte que c'est même pas par opportunisme, mais il y a des gens qui étaient stagiaires sur mes productions, qui sont maintenant rendus propriétaires de grosses boîtes de production, qui sont rendus chez les diffuseurs et... peu importe le poste qu'ils occupaient, je les ai toujours traités de la même façon, avec respect. Alors, quand ces gens-là se ramassent dans des positions d'autorité ou dans une position où ils peuvent te donner un coup de main, bien, ils ont la mémoire longue. Donc, je pense que même si tu n'es pas motivé par la gentillesse ou la loyauté ou le respect, bien, c'est des valeurs qui payent à la fin. Mm-hmm. Puis on dirait que c'est un peu on a appris un peu le contraire. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le contraire de ce qu'on apprend. Mais j'imagine, tu sais, comme tout bon père de famille, il y a des moments, tu sais, parce que, tu sais, la création, c'est fragile. Tu sais, des gens qui ont une idée puis qui veulent l'avoir naître. Puis le rôle d'un producteur, c'est aussi de protéger ces gens-là de tous les facteurs extérieurs qui peuvent nuire à la genèse ou à l'éclosion de cette idée-là. Tu sais, il y a des moments, j'imagine, que tu vas au bat puis que tu vas défendre tes créateurs puis que là, le ton monte puis que tu n'as pas le choix d'aller au front, tu sais. Complètement. Mais on peut tenir sa position sans être dans l'abus de pouvoir. Puis ça, oui, je suis quelqu'un... Tu sais,
je me serais pas rendu où je suis rendu si j'étais pas quelqu'un qui me battait. Je passe ma vie à me battre, puis chaque jour, tout est à refaire, puis tout est à recommencer. C'est une business dans laquelle tu peux pas baisser la garde. Donc, oui, je suis excessivement proactif ou, disons, agressif dans ma gestion du temps, mais cette agressivité-là ne se reflète pas d'une façon que je suis quelqu'un... En tout cas, je pense pas, parce qu'après une réputation, c'est pas moi qui décide c'est quoi ma réputation, mais je pense pas que j'ai la réputation d'être quelqu'un qui est hargneux ou qui est difficile. J'espère, en tout cas. Tu as parlé de la chance qui a ponctué ta longue carrière, mais tu sais, si on... Te souviens-tu du moment où tu t'es dit « c'est ça que je veux faire dans la vie », genre raconter des histoires? Oui, c'est quand l'INIS a refusé ma candidature. Ils n'ont même pas voulu que j'applique pour... Tu sais, ils partaient le programme producteur, puis j'avais envoyé ma candidature. Donc, tu voulais même pas faire ça dans la vie, t'as envoyé ta candidature? En fait, non, je me disais... non, mais oui, je voulais faire ça, parce que si j'ai fait ma... Tu sais, je veux dire, j'ai passé, je sais pas, une couple d'heures à préparer ça, puis ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ne voulaient pas recevoir ma candidature. Puis je me suis dit, calisse, c'est tough, c'est plate. Mais à partir de ce moment-là, puis en même temps, ça a été un super cadeau. Parce que le fait que j'ai pas passé deux ans, à l'époque, c'est un programme qui était quand même assez long, 1 an ou 2 ans sur les bancs d'école, ben, ça a fait que j'ai plongé tout de suite. Puis je suis allé travailler sur des films américains. Puis, t'avais quel âge à ce moment-là? Écoute, j'ai commencé à travailler, moi j'avais 19. Puis t'avais appris à quoi après le cégep? Hein? Oui, j'ai fini le cégep, j'étais allé passer 1 an, j'ai étudié 1 an dans un programme à Boston de production, puis... Fait que t'avais déjà étudié en production? Oui, ben en fait, j'étais en train de faire ça, mais j'avais le goût de rentrer à Montréal, j'avais l'impression que j'allais pas faire un réseau de contacts, et à l'époque, j'avais rencontré un couple de producteurs qui travaillaient à Los Angeles, qui étaient des enseignants de cette université-là pour une session, puis qui m'aimaient beaucoup, beaucoup, avec qui j'avais une super affinité, puis ils m'avaient offert une job, m'avaient dit « Viens travailler pour notre boîte à Los Angeles », puis j'avais dit « T'aimais mieux aller à l'INIS. » J'ai répondu « J'aime mieux New York, mais sinon je vais retourner à Montréal », puis genre 15 ans plus tard, j'étais allé à Los Angeles, puis j'ai fait « Mon Dieu, je suis tellement un esti d'épais. » Fait chaud, fait beau. Mais dis-moi donc, pourquoi t'es allé étudier à Boston? C'était quoi qui t'avait motivé de sortir du Québec? Ben écoute, c'était premièrement, tu sais, je suis quelqu'un qui a eu la chance de voyager pas mal, tu sais, puis j'avais une curiosité d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Mais aussi, je cherchais exactement ce que je voulais faire. Je me posais la question à savoir est-ce que j'avais un intérêt pour la réalisation. L'écriture, je savais que non. J'avais pas le talent pour écrire, je ne l'ai toujours pas. Mais je me questionnais à savoir si c'est la réalisation ou la production qui m'intéressait. Puis comment ça s'est précisé? Écoute, à un moment donné, c'est quelque chose qui te vient naturellement. Moi, dans un party, je suis celui qui va aller trouver la glace. Je veux dire, c'est quelque chose à un moment donné, puis un producteur, c'est un peu ça. Tu sais, ça a l'air prestigieux, mais tu es un peu un go-feu. Tu règles constamment tous les problèmes, tu es tout le temps en mode. Puis moi, c'est quelqu'un qui... Je pense que dans ma nature profonde, c'est ça. Je suis quelqu'un qui est très, très organisé, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Puis je suis quelqu'un qui peut aussi, à quelque part, leader puis rassembler des gens. Quelqu'un de compromis aussi. Fait que facilement, pour moi, ça a été un match... naturel. Mais toutes ces qualités-là, tu aurais pu les appliquer à un autre domaine, les appliquer à un domaine de création ou celui de la télévision, du cinéma. Pourquoi ça? C'est-tu parce que ton père faisait ça dans la vie puis tu as tout été exposé à ça? Ben écoute, c'est drôle parce que bizarrement, les gens on pense souvent que j'ai grandi sur les plateaux de tournage, puis, alors que c'est pas du tout le cas. Moi j'ai grandi dans les théâtres, puis... au Saint-Denis, puis à la salle Maurice O'Brady, puis au Vieux Clocher de Magog. Mon père était un producteur de spectacles à la base. Donc moi, vraiment, toute mon enfance, je l'ai passé, là. J'ai dû passer 2000 soirs dans ma vie au Théâtre Saint-Denis. Je connais la salle, ça fait 10 ans que je suis pas allé parce que je ne vais plus voir les spectacles. Je suis incapable de voir des spectacles. T'en as trop vu? Ah, j'en ai trop vu. J'en ai vraiment, vraiment trop vu. Puis c'est pas que j'aimais pas ça, j'ai passé mon enfance là-dedans. Donc oui, ça m'a exposé à la création, à comment on monte, comment on fait du storytelling, mais sinon, la production télé, j'ai pas vraiment connu... j'ai vu mon père partir sa boîte de production plus tard dans sa carrière. J'ai vu faire
La Petite Vie, puis Montréal Ville ouverte, mais j'étais rendu un adolescent, fait que je passais pas, mais j'étais pas là, j'étais pas présent à ce moment-là. À quel moment tu as pris la décision, genre, OK, tu as dit que tu t'es fait refuser à l'INIS, puis ça t'a fouetté, là, ça t'a fouetté l'ego. Mais à quel moment tu as pris la décision, OK, moi, je fonce dans ce métier-là, puis tu t'es projeté, là? Ou t'as-tu juste fait comme une job à la fois, puis chaque job a mené à la suivante? Écoute, j'aimerais ça dire que j'avais une vision claire, puis que ça m'a amené où je suis aujourd'hui, là, mais ça a été juste une succession de projets, puis de décisions, puis de rencontres qui m'ont... Tu sais, les Chicken Swell m'ont amené à rencontrer Simon-Olivier Fecteau, qui est devenu un très, très, très bon ami, puis un créateur avec qui j'ai fait un paquet de choses par la suite. Donc, le fait qu'on a développé une belle relation, puis c'est pour ça, des fois, que je pense à la notion de loyauté, mais aussi de relation à long terme. Il m'a vu travailler sur Chicken Swell. On a fait en audition avec Simon ensemble. Ça a amené à ces gars-là. Ces gars-là a fait qu'on a fait ensuite des bye-bye ensemble. On en a fait 6. Donc, on dirait que tout est embriqué. C'est des relations qui sont construites à long terme, mais la première fois que j'ai travaillé avec Simon Olivier, je me suis pas dit je vais être ami puis je vais être compétent parce que ça va m'amener des fictions puis un bye-bye puis des affaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Mais qu'est-ce que lui a vu en toi? Ça, vraiment, je réponds toujours un peu la même chose. Il faut leur poser la question à eux, mais j'imagine que dans un contexte où il y a énormément de producteurs puis énormément de maisons de production, le fait que je travaille toujours, quand je travaille une fois avec quelqu'un, en général, je travaille sur les projets subséquents. Puis en même temps, ils sont libres. Moi, je ne signe pas. Je suis le premier à dire, regarde, on a un contrat, là, mais si ça ne fait plus ton affaire, va travailler ailleurs. Va travailler ailleurs. Moi, jamais je vais forcer ou je vais me forcer de travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec moi. C'est trop prenant la création. Je ne veux pas être confronté à ça. C'est quoi le plus beau compliment que quelqu'un peut te faire à part que tu es fin puis que tu es compétent puis que, tu sais, quoi qu'on te dit puis que ça, tu te dis, OK, ça me fait plaisir de l'entendre? Je pense la loyauté. Je suis quelqu'un qui défend mes équipes. Je suis quelqu'un qui est très... je crois à la famille. Guy Lepage, quand il a commencé, quand on lui a offert, tout le monde en parle, il me l'a offert, dès le départ. Il m'a dit, Guillaume, je veux que ça soit toi mon producteur. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 24 ans. Puis à ce moment-là, je commençais à faire la fiction. Puis j'ai dit à Guy, j'ai dit, moi, tu sais, des talk shows, Guy, c'est pas dans la vie, nous. Ça m'intéresse pas tant, tu sais. Puis il dit oui, mais il dit, dis-moi oui, on va aller voir Ardisson. Puis ça, cette partie-là, ça m'intéressait vraiment. Là, oui, Ardisson, l'animateur de Tout le monde en parle en France. Oui, oui. Puis 18 ans plus tard, je suis encore là. Puis Guy a été excessivement loyal envers moi. Puis moi, en échange, j'ai dit que je serais là jusqu'à la dernière journée. Jusqu'au jour où il va vouloir arrêter ou jusqu'au jour où lui ne voudra plus de moi. Mais sinon, c'est pour... Vous avez ce pacte-là ensemble? Moi, je l'ai envers lui parce qu'il m'a offert la job. Mais il te connaissait d'où? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avant ensemble? On avait fait un gars-fille pendant à peu près 1 an. On avait travaillé ensemble sur en fait, moi, j'avais fait une saison d'un gars-fille, puis je pense qu'il avait été super content. Mais effectivement, c'est hyper étrange. Pourquoi Guy m'a demandé à 24 ans d'être son producteur sur son talk show? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne savait pas que ça serait un énorme... On ne savait pas que ça deviendrait une émission. À l'époque, là, ça faisait 2 millions de codes d'écoute. Là, c'était énorme, là, tout le monde en parle. Ça l'est encore, mais ça l'était encore plus à l'époque. C'était unique. C'était vraiment le début de quelque chose. Donc, tout le monde a été un peu soufflé par ça. Puis, je me souviens même que des réactions des gens qui me rencontraient, parce que j'avais vraiment de l'air d'un kid. Là. Je pensais que tu étais l'assistant de Guy. Ah, écoute, le nombre de fois dans ma vie, encore aujourd'hui, où j'arrive à un meeting et on me dit l'entrée des messagers, c'est pas ici. C'est peut-être parce que tu t'habilles mal. Oui. Oui, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est un... Ouais. C'est ça que j'ai... C'est ça. J'ai une coupe de T-shirt puis une paire de jeans, ouais. Mais comment il savait ça, Guy? T'avais 24 ans. T'étais pas sur la brosse à 24 ans, toi, comme tout le monde? J'ai été sur la brosse de... J'étais sur la brosse de 18 à 19? Non, très jeune. Je ne veux pas trop le dire. En même temps, ma mère n'est plus maintenant, mais moi, j'ai vraiment, vraiment fait le party, mais vraiment trop entre 15 et 17. Puis au moment où mes amis rentraient à l'université, moi, je suis rentré sur le marché du travail. Alors, eux autres étaient encore dans un mode de party. Sauf que moi, à 4 heures du matin, il fallait que je sois sur mes plateaux, aller servir des cafés puis stationner des chars sur des films américains de merde.
puis je faisais des journées de 14 heures. Fait que, tu sais, je suis devenu très, très vite responsable ou très, très vite redevable. Puis moi, ça se pouvait pas. Je pouvais pas avoir cette vie d'université-là, de débauche que toute une génération d'amis ont eu finalement. J'étais pas là. C'était dans tes valeurs profondes, toi, d'être travaillant puis de livrer à marchandise. Ben, je voulais faire mes affaires, je voulais être indépendant. Je pense que j'avais, veux pas, à me prouver. Tu sais, je veux dire, mon père avait fait son nom dans cette business-là. Ma mère travaillait dans un gros cabinet de relations publiques à l'époque. Puis je pense que je voulais faire ma place. Hey, mais tu as dit que tu es allé rencontrer Ardisson quand tu avais TQ de 24 ans avec Guy. Raconte-moi donc ça. Écoute, moi, Ardisson, j'ai lu son livre. C'est une espèce de sommité de la télé française, un gars d'idées, un gars fort en gueule. Ben, premièrement, c'est horrible. C'est horrible de travailler en France. Là. C'est ultra hiérarchique. Mais là, t'as-tu travaillé là-bas ou t'es juste allé rencontrer pour dire on va adapter votre show? Non, j'ai passé 3 semaines. Okay. On a suivi la création de 2 émissions. Puis, fait que là, on les suivait là, jour et nuit. Fait que on était en studio, on était en salle de montage, tout ça. Puis, avec Ardisson lui-même? Oui, avec Ardisson, puis avec sa productrice avec qui il s'est brouillé. Là, j'oublie son nom, c'est bête. Là, c'est vraiment une grosse productrice française. Mais tu sais, j'ai vu du monde se faire mettre dehors pour un oui puis un non. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'arrivais là avec ma naïveté. Fait que moi, comme producteur, je savais pas que j'étais haut dans la hiérarchie. Donc, il est arrivé un moment où l'équipe était réunie pour un dîner. Puis moi, ben, je suis allé m'asseoir avec des gens que j'avais vus toute la journée, des caméramans. Puis quand je me suis assis, les gens de toute la table se sont levés puis ont quitté pour aller s'asseoir ailleurs. Puis le directeur de production français est venu me voir, puis il a dit c'est tellement drôle, je peux pas croire que tu as fait ça. Puis je fais mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es abaissé à aller manger avec des techs. Non, je les ai obligés à changer de table. Sans m'en rendre compte. Mais alors qu'ici, c'est complètement le contraire. Là. Moi, sur mes films, sur mes fictions, tu sais, je vais m'asseoir où il y a de la place, puis on va, peu importe ton statut, tout le monde jase ensemble. Mais c'est pas comme ça en France. Puis Ardisson? Ben Ardisson, il y a clairement une vision, parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de succès, puis qui avait un point de vue. Mais, il t'a-tu regardé de haut ou il t'a traité avec non, égard? lui, il a été impeccable. Impeccable. Mais en même temps, c'est en lien avec le statut. Donc, vu que j'étais le producteur, on me traitait avec considération. Non, il n'y a personne qui m'a regardé de haut, il n'y a personne qui m'a... Mais c'est mal... Comment je dirais ça? C'est pas pour les bonnes raisons. C'est juste parce que j'avais le titre. C'était pas par ma compétence ou par mes agissements. Donc, c'est pas... Puis juste, tu sais, à ce moment-là, entre guillemets, vous achetiez le format. Là. C'est ça que vous alliez faire. Vous alliez voir un peu, vous enquérir de comment ça se fabrique, ce show-là qu'on va produire au Québec, qu'on va adapter au Québec. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là en voyant la machine? T'avais jamais, tu dis que les codes variétés, ça t'intéressait pas tant que ça, fait que c'était pas comme une chose qui te fascinait. Là. Ben, j'ai découvert, premièrement, écoute, les enregistrements de Ardisson étaient interminables. Donc, c'était vraiment tout se passait en montage. Eux autres, ils enregistraient des 7-8 heures. Là. C'était vraiment, vraiment des longues soirées. Donc, j'ai vraiment appris comment ils fabriquaient cette émission-là. Puis on s'en est vraiment largement inspiré. Mais il y avait des codes culturels qui sont complètement différents. Je veux dire, il y avait des filles qui dansaient en maillot de bain. Toutes les questions qu'Ardisson posait étaient en lien. Dès qu'il parlait à une femme, c'était toujours en lien avec... Les allusions sexuelles. Avec sa sexualité, avec son corps, avec des trucs qui sont absolument dégueulasses. Tu sais, des suces-tu. C'était la question qui revenait là, tout le temps. Bien, alors, en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince, hein. Oui, effectivement, mais ça fait quand même un moment. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je suis comme ça. Ah là, je trouve... c'est Vetcher, le producteur, non? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, mais c'est bien. Attends, de toute façon, je suis une pulpeuse, je le serai toujours. Je suis pas quelqu'un... Ce qui est bien, c'est que les seins n'ont pas bougé. Voilà. Ça, c'est quand même... parce que des Par fois, rapport à d'autres, hein. Des fois, quand on maigrit, on perd ses seins. Quand on... Non, c'est vrai. Oui, je suis une maman sicilienne complètement, et c'est comme ça. Je suis très sicilienne. Arrête, tu m'excites. Donc, j'ai appris que oui, l'idée est intéressante, la façon de faire, mais nous, ce qu'on importait, c'était ça. On importait le contenant, on n'importait pas le contenu. Le contenu, c'était à nous de le faire et à l'adapter pour la réalité québécoise. Puis quand tu as vu ça shooter en France, ça sautait-tu aux yeux que ça serait un succès au Québec? Absolument pas. Tu t'es dit, on va l'essayer puis on verra où ça nous mène? Moi, j'étais juste content d'être à Paris puis d'aller souper à Paris puis de rencontrer des grosses vedettes françaises puis de me promener en coulisses. Honnêtement, j'avais aucune idée aucune idée
qu'est-ce que l'histoire allait nous amener, puis comme quoi, parce que il faut le dire, tout le monde en parle, peu importe quand et comment ça va finir, ça va avoir fait une partie de l'histoire de la télévision québécoise. Il n'y a personne qui peut enlever ce qui a été fait, là. Tu sais, tu l'as dit tantôt, ça fait quoi, 18 ans que ça roule, tout le monde en Oui, parle? 18 ans, oui. Fait que ça t'hypothèques tes week-ends depuis 18 ans? Oui, ça, c'est la partie qui est plate de l'équation. Mais pourquoi tu le fais encore? Tu sais, y a-tu encore un plaisir? J'imagine qu'il y a un plaisir, tu le ferais plus, là, si c'était épouvantable. Non, il y a définitivement un plaisir parce que c'est de l'actualité. Fait que c'est tout le temps, on est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps des nouvelles histoires, il y a tout le temps un nouvel angle. Puis nous, on a évolué aussi. Je regarde des fois les émissions qu'on faisait des premières années, puis je suis pas confortable avec le contenu, là. Pourquoi? Parce qu'on disait des choses, de la manière qu'on traitait l'actualité. Tu sais, je veux dire, on a tous évolué comme société, là. Ah, c'est un miroir de la société, tout le monde en parle d'une certaine façon. Complètement. Puis même les bye-bye, ça fait seulement 6 ans que j'en fais, mais je regarde des gags qu'on a fait il y a 6 ans, puis c'est pas de la censure, c'est juste des sensibilités ou comment on traite ou comment on fait les choses. On évolue. Ça, c'est super important. Puis justement, tu sais, tantôt, tu disais, moi, je suis un gars de grand public, puis c'est pas, tu sais, t'en fais une fierté de tout ça. Mais comment tu conjugues, genre, être grand public, puis pas être mièvre, ou pas être, tu sais, être chicken, puis, tu sais, avoir du guts en même temps? Comment tu jumelles ces deux choses-là? Ben, en fait, pour ce qui est de tout le monde en parle, le grand défi, c'est de trouver l'équilibre. Si c'était juste de moi, le ton serait souvent beaucoup plus agressif. Mais le public ne serait pas au rendez-vous. Parce que à la limite, dès qu'on est dans une discussion qui est plus corsée, dès qu'on brasse un peu quelqu'un, c'est fou au Québec à quel point on pense qu'on veut de la télé qui brasse. Puis dès qu'on en fait, c'est l'avalanche de plaintes, tout ça. Fait que je navigue là-dedans, mais je pense que de temps en temps, il faut dépasser la limite pour se faire ramener à l'ordre. Je dirais qu'on est dans une époque où les plaintes sont plus nombreuses et qu'en général, tous les diffuseurs, tous les médias sont beaucoup plus sensibles. Ça prend pas beaucoup de choses pour monter une histoire en épingle. On a le scandale facile, mettons. Puis ça, c'est du côté tout le monde en parle, mais quand tu fais de la fiction, c'est un peu le même enjeu. Tu vas être grand public, donc tu veux trouver des histoires universelles, mais comment tu t'assures qu'il y a quelque chose de... Ces gars-là, pour moi, c'était super intéressant parce que moi, j'ai grandi je suis un des rares là, qui vient de Montréal. Là. J'ai grandi au centre-ville. J'ai vraiment passé en fait, je suis né à Notre-Dame, puis j'ai passé mon enfance dans le quartier portugais. Puis quand ces gars-là est arrivés, c'était la première fois que je lisais un projet. Puis je me disais, ça, c'est le Montréal que moi, j'ai connu. Parce que moi, dans ma classe, il n'y en avait pas de Québécois blancs francophones. Il y en avait un. Ben, j'ai eu le même feeling quand j'ai vu ces gars-là sortir. Je t'avoue que j'ai eu exactement cette réaction. C'était bilingue. On laissait parler des gens en anglais. Puis on avait vraiment, tu sais, Sugar Sammy était la co-vedette. Il y avait 2 vedettes, Simon et lui. Puis on avait vraiment un point de vue sur un monde que moi, je connaissais, mais qu'on n'avait jamais vu à l'écran. Et ça a eu énormément de répercussions négatives. Les gens n'étaient pas contents. Les gens, il fallait pas mettre de l'anglais, c'est quoi ça? Ah oui, l'anglais, là. Ah non, ça a été... écoute, on a reçu des plaintes. Mais ce que j'aimais aussi, c'est que Sugar Sammy se moquait de Simon parce que c'était un petit Québécois blanc. C'est un pain blanc, là. Puis l'inverse était drôle aussi parce que Simon se moquait de Sugar Sammy parce que, justement, avec ses traditions puis tout ça. Excusez-moi, monsieur. 50 sous pour faire un téléphone à CAA? Yeah, man, nice. Tu sais c'est quoi le problème avec toi, man? T'as l'air trop propre. T'as l'air d'un rich kid. Il faut te salir un petit peu. Toi, pour être salir? Ouais, on part de trop loin, man. Faut que t'aies l'air d'en avoir besoin. Faut que t'aies l'air d'un itinérant. Dude, t'es ethnique. T'as une face de besoin. OK, je vois pas des ethnies qui étaient dans la rue, OK? C'est pourquoi? Parce que nos parents nous laissent pas. Mais vous autres, les Blancs, on dirait que vous êtes faites pour la rue. C'est bizarre, hein? Parce que je me souviens pas que UNICEF ait ramassé de l'argent pour des Blancs. Bientôt. Écoute, on me parle encore beaucoup de ces gars-là. Je réalise que des gens qui n'écoutaient pas la télé québécoise ont écouté ces saisons-là parce que justement, ça parlait de leur réalité qui était différente, un background ethnique différent. Puis ça, pour moi, ça reste une super belle fierté, ce projet-là. Vraiment, vraiment. Comment c'est né? C'est né, écoute, le mérite revient vraiment à Simon puis Sam. C'est né que les 2 gars, je pense, étaient en peine d'amour, je sais pas trop quoi, puis ont commencé à niaiser ensemble, puis ils ont commencé à dire on devrait écrire le projet. Puis là, le projet, man, ça flagossait. Le diffuseur, là, c'était V à l'époque. Puis oui, non, oui, non, oui, non. Puis Simon puis Sam sont allés faire un numéro aux Oliviers
qui ont tout détruit, ils ont tout arraché. Puis le soir au party, le diffuseur est venu voir en disant « On veut le projet, il faut que ça parte. » Puis comment tu as influencé la genèse de ce projet-là? Ils t'ont amené des scénarios, une bible? Ben écoute, ils m'ont amené les premiers scénarios. Puis moi, j'avais une vision très, très claire. Je savais que ce projet-là pouvait être un énorme succès. Ça, je le sentais. Ça a vraiment été quelque chose. Dès le départ, j'étais persuadé de ça. Ça a été excessivement compliqué à accoucher à cause du financement. Mais j'y croyais beaucoup à ce projet-là, ouais. Comment tu le sais, ça? Je te parlais tantôt, justement, l'espèce de sentiment de quand est-ce que tu sais que c'est une bonne histoire puis que ça va pogner. Comment tu le feels dans tes tripes, ça, pour te dire, ça, j'ai le goût d'aller au bat puis aller lever du cash pour voir naître ce projet-là? C'est quand ça occupe mon esprit. Après l'avoir lu? Oui. Moi, je me fais toujours... J'ai devant moi, dans mon bureau, la liste de tous mes projets qui sont en production puis tous mes projets qui sont en développement. Puis il y en a là-dedans que je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais ça arrive très, très rarement que j'en efface un en me disant « ce projet-là ne se fera jamais ». Il y a des projets là, qui sont là, puis à chaque année, j'ai retranscrit, là, je les imprime, puis chaque jour, je regarde mes listes, puis je me pose la question, est-ce que j'ai quelque chose à faire pour mes projets en production? Puis j'ai passé un à un, puis en développement. Qu'est-ce qui peut faire que ça avance, que c'est en mouvement? Parce que dès que ça devient comme un peu stagnant, ça meurt, puis tu ne peux plus rien faire. Puis ta liste de projets en développement, c'est des idées ou c'est des choses que tu as déjà sur lesquelles tu as déjà commencé à travailler? C'est des idées. Je sais déjà c'est quoi. Je vais faire une nouvelle fiction l'année prochaine. Ouais. C'est des projets qui me sont proposés. Je décline 80%, 90% des projets qui me sont proposés, mais c'est des projets que j'ai retenus avec des gens qui ont envie de travailler avec moi puis dans des projets dans lesquels je crois. Puis quand tu dis que tu déclines 90% des projets qui te sont proposés, là, pour que tu en acceptes un, là, c'est quoi les critères mentaux, à part le fait que tu l'aimes puis que le lendemain matin, après l'avoir lu, tu l'aimes encore? Tu dois avoir une liste de critères dans ta tête entre un tel ou un tel bon projet. Ouais. As-tu une checklist ou quelque chose? Définitivement. Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce ou cette créatrice-là? Ça, c'est le point numéro 1. Je sais que je vais parler à cette personne-là tous les jours pour les 4 prochaines années. Fait que ça fait mieux. Il faut que ça clique vraiment. Puis mon autre critère, c'est est-ce que la personne est travaillante? J'aime ça travailler avec des gens qui vont tout donner, qui vont vraiment tout arracher. Je ne peux pas passer mes journées à relancer les gens. Si tu n'as pas envie de travailler sur ton projet, je ne peux pas avoir envie pour toi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment mes critères. Des gens avec qui je vais avoir du plaisir puis qui sont ultra travaillants. Tu sais, François Morancy, là, c'est une bête de travail. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi organisé, aussi travaillant. Guy Lepage, c'est la même affaire. Là. C'est du monde qui travaille là, non-stop. Guy, je le dérange jamais. Je peux l'appeler n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Il y a l'esprit à on. Oui, il y a l'esprit à on, puis j'en abuse pas, puis lui non plus. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Les gens qui travaillent fort. On est chanceux. On est très, très, très chanceux de la place qu'on occupe. On doit se battre pour garder cette place-là, mais aussi par... quand on donne une chance, ben saisis-la. Là. Mm-hmm. T'as-tu des projets où justement, tu dis, j'aime ça travailler avec des gens travaillants puis qui ont le couteau entre les dents? Mais j'imagine que tu fais tu t'appelles les gens avec qui ont travaillé par le passé pour vérifier que c'est le cas. Souvent, des fois, c'est en travaillant avec les gens que tu découvres leur vraie nature. Là. C'est arrivé que vraiment que tu t'es fait chier sur un projet. T'as-tu une mauvaise expérience de travail que tu t'es dit ça, j'ai une leçon à apprendre de ce projet-là, je ne referai plus jamais ça pareil? Écoute, j'ai tendance à regarder... j'ai toujours un regard positif sur le passé. Là. J'ai tendance à... Ouais, la mémoire embellit les choses. Oui, vraiment. Là, fait que, mais j'ai pas eu j'ai jamais été trahi en affaires ou en création. Il n'y a jamais un créateur ou quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui a trahi ma confiance. Des fois, ça a brassé, mais j'ai jamais eu de peine d'amour professionnelle. Mm-hmm. Donc, j'ai eu cette chance-là, mais j'imagine aussi que c'est en choisissant les gens. Mais il y a des gens ultra talentueux qui sont des machines à succès avec qui je ne travaillerai jamais parce qu'ils ont une réputation de marde. Puis ça ne tente pas de vérifier si leur réputation est justifiée ou non. Ah, zéro pin bar. J'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Puis c'est vraiment des gens qui réussissent, là. Donc, je sais que si je travaillais avec eux, ça marcherait, le diffuseur serait content, ça serait payant, ça serait intéressant, ça ferait des belles cotes d'écoute.
Mais moi, là, me faire traiter comme de la merde, ça m'intéresse, là, mais sweet fuck all. Là. Ça t'est jamais arrivé? Non, de me faire traiter comme de la merde, là? Non. Même pas quand t'étais gopher sur des plateaux? Ah, ben oui, non, okay. mais attends, oui, asti Philippe, voyons, c'est sûr, là, je me suis fait le Goncourt, là, j'oublie son nom, qui est venu à... Écoute, là, un enfant... tout le monde en parle? Ah oui, un enfant de chienne, un vrai, là. Et lui, bon, c'est très, très français, justement, parce que lui, c'est la hiérarchie, donc la coordonnatrice va le voir avec le release, là, pour lui faire signer comme quoi l'émission va être diffusée, puis tout ça, puis lui dit, moi, je signe pas ça. Il l'envoie vraiment chier. Puis elle vient me voir, puis elle me dit, il veut pas signer. Fait que je dis, je vais le voir, puis je me présente. Puis je dis, bonjour, monsieur. Hein. Puis en partant, je suis fini parce que j'ai été poli. J'ai dit, bonsoir, monsieur. Puis, en France, il faut pas. T'as fait aveu de faiblesse. Ben oui, c'est ça. J'ai montré que j'étais le compte service. Hein. Et puis, il m'envoie chier. Il dit, non, moi, je signe pas, c'est nul. Puis tout ça. Fait que, il est en train de se faire maquiller. Fait que j'ai dit à la maquilleuse, j'ai dit, monsieur va quitter. Il fera pas son entrevue, donc inutile de continuer à le maquiller. Puis là, il se met à crier. Moi, j'ai pris l'avion, je suis venu en promo, c'est juste pour cette émission. Puis je dis, vous signez ou vous retournez chez vous. Puis merde, puis il signe le papier. Puis il fait son entrevue, une très bonne entrevue. Et à la fin de l'enregistrement, il demande à me voir. Fait que là, moi, je dis, il va repartir. Ben, tabarnak, il me prend dans ses bras. Il me remercie pour l'accueil. Soirée exceptionnelle. Tu sais, c'est très français. Tu sais, très... J'ai tenu tête, puis ça. Puis moi, c'est vraiment le contraire de mes... Donc oui, des gens qui m'ont traité comme de la merde, il y en a eu toute ma vie. T'es très comme puis après ça, il t'embrasse. Okay? Ouais. T'as vraiment une magic touch. Bon, hey, le bye-bye. Ouais. Comment ça arrive dans ta vie, ça? Ça arrive par Louis Morissette et Dominique Chaloux. Dominique Chaloux, l'ancienne directrice de la télé de Radio-Canada. Louis était cœuré de faire le bye-bye. Il y en a vraiment, 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 vraiment plein son casque. C'était pas l'année après les scandales. Il a fini sur une bonne note? Oui, non, ça allait bien. Juste que je pense qu'il était complètement écœuré c'est quand même assez... Énergivore, puis tout ça. Puis il était rendu ailleurs, ce qui est bien correct. Alors, Louis a eu l'idée de m'approcher, en fait, d'approcher moi et Simon, parce que c'était vraiment... On était une équipe, puis il nous a approchés. Donc, on a coproduit pendant 3 ans avec KO les éditions 2016, 2017, 2018. Puis ensuite j'ai repris la balle à 100%. Mais comment... Raconte-moi l'appel. Qui t'a appelé? Comment ça s'est fait? Comment ils t'ont présenté ça? C'est Dominique Chaloux qui m'a fait venir dans son bureau en disant on en a parlé. Puis Dominique a dit ultimement, je suis le diffuseur, puis c'est avec toi. Je veux que ce soit toi qui le produise. Puis peut-être parce que ça faisait justement à ce moment-là, écoute, je me perds dans les années, mais 12 ans que je produisais Tout le monde en parle, qui était une émission qui avait souvent des scandales, souvent des problèmes, puis il voyait comment je gérais ça. Donc, il savait que ce gros navire-là, j'aurais probablement plus de facilité à le naviguer que d'autres personnes. Comment ça se fait, cette réflexion-là? Là, tu prends une bière, puis tu dis, OK, les plus, genre, il y avoir 4 millions de personnes qui nous regardent, les moins, c'est de la pression à Christ? Ben, c'est... Tu sais, moi, dans la vie, je suis producteur télé. Fait que quand on t'offre le plus gros show en te disant on te fait confiance puis on a envie de travailler avec toi, ça te prend une crise de bonnes raisons pour décliner. Là. On aurait pu dire non. Si j'avais pensé qu'on n'était pas capable, si Simon avait pensé aussi qu'il n'était pas capable, on ne l'aurait pas fait. On avait la prétention, je dis bien la prétention, parce que les 3 premières années, on a fait des erreurs. C'était pas tout le temps, c'était pas nécessairement à la hauteur. Maintenant, avec le recul, là, on n'avait pas l'expérience, on n'avait pas le background pour... Tu sais, je suis très sévère. Moi, je suis très, très, très sévère quand je regarde mes productions, là, puis je considère qu'il y a des affaires qu'on aurait pu ou on aurait dû mieux faire. Mais quand tu l'as fait, t'étais persuadé que c'était bon? Persuadé, puis on a donné tout. C'était pas parce qu'on se forçait pas. Là. On a donné tout ce qu'on pouvait, puis... ça a été des années extraordinaires. Là. On avait Anne Dorval, Marc Labrèche, il y a eu des super sketchs. Il y a des sketchs qui ont voyagé au bout. Là. Ça a été un super succès Radio-Canada. De toute façon, on ne serait pas là 6 ans plus tard si c'était pas de... Si le Parti libéral ne cesse pas ses faux pas,
Je vais faire une crise, oulala. OK, coupé. Coupé, on arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? On peut-tu arrêter le vent? Ben, je pense qu'on fera pas d'Espacito. Mais voyons, c'est parce que c'est la toune de 2017. Ben oui. On dirait que ça fait trop bye-bye. Le monde s'en attend, comme Philippe. Je me fais Couillard, souvent une image Charles- mentale quand je fais un projet de création. C'est beaucoup genre une espèce de courbe. Je me dessine une courbe dans ma tête. C'est un projet de création. Au début, il y a l'espèce d'extase. Le projet est parfait dans ta tête. Puis il n'est pas fait. Il est pas financé, pas fait. Il est parfait. Après ça, tu le vends, là, tu te lèves le financement. Puis là, tu es comme confronté à la réalité des moyens que tu vas avoir. Fait que là, tu as une petite descente. Puis après ça, tu travailles avec les créateurs. Puis là, ça remonte. Mais c'est quoi la courbe d'un bye-bye? Ça commence quand de l'année? Puis raconte-moi jusqu'à la livraison du Ça du commence... à partir du moment où souvent, il faut répondre au mois de mars, là, début mars, il faut dire si on nous l'offre. Parce OK. que c'est pas automatique. Il n'y a pas de clause qui dit qu'on nous l'offre à chaque année. Donc, si Radio-Can nous l'offre, on doit nous répondre autour du 1er mars. Et là, ensuite, ce que tu fais rapidement, c'est que tu mets en place l'équipe d'auteurs parce que tu veux réserver tes meilleurs auteurs puis tes têtes d'affiche. Donc, pour moi, c'est 2-3 semaines de travail. Ensuite, on ne fait rien jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, c'est les premières rencontres d'écriture. Vous notez même pas des idées, il n'y a pas un board quelque part. Tout ce qui se passe avant le 30 août, là, c'est de la bouette. Dans Le quel monde sens? où, parce que tu oublies, c'est plus fresh. À moins que ça soit vraiment majeur, là, il y a rarement quelque chose qui se passe avant le 30 août qui se ramasse dans le bye-bye. Vraiment rarement. Fait que tu notes pas. Puis les idées évidentes, anyway, tu vas les avoir début septembre. Tu vas t'en souvenir. En rétroaction. Fait que tu notes pas. Puis là, tu t'écris de août, septembre, octobre. Tu tournes novembre, décembre, puis tu es en montage tout le mois de décembre. Puis parle-moi de la courbe émotive. Au début, là, quand vous asseyez en nous, là. J'ai pas eu de... Tu sais, dans ma vie, je suis pas quelqu'un de dépressif ou de... J'ai jamais eu de détresse psychologique, là. On peut mettre ça dans ce sens-là, mais ça a été 4 années sur 6 du bye-bye, ça a été un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Tout le long? À partir du mois de juin. Ouais. De l'insomnie, tu te réveilles la nuit, tu sais, c'est les bons rêves, tu sais, les rêves de quand tu es au secondaire et tu as oublié de faire ton devoir de maths. Là. Tu vas à l'école tout nu, là. Ouais, ben là, moi, c'est les rêves, c'est... j'arrive le 29 décembre, puis là, je dis à Simon, ben, hey man, c'est quoi qu'on a comme... Moi, le matériel, puis il me montre, puis il check ça, man, c'est drôle, le style. Puis je fais, ben voyons, c'est drôle, man, le style de merde. On a 2 sketchs, c'est épouvantable. On est fini, puis ça, fait que moi, j'ai fait de la vraie anxiété, puis des vrais cauchemars, puis de la vraie insomnie pendant 4 ans sur 6. Simon aussi, à différentes périodes, à différents moments. C'est une production qui amène, quand ça fonctionne bien, t'amène énormément de... Gratification. Là. Oui, mais pendant une semaine, parce qu'après ça, tout le monde oublie, puis c'est bien correct. Puis quand ça se passe mal, ben là, tu te fais ramasser, puis la merde que tu reçois, puis tout ça, puis tes enfants t'en parlent. Tu vas à l'école leur conduire tes enfants, puis les profs font « Comment on a hâte au bye-bye? » Puis là, toi, tu le sais que tu fais comme « Ouais, c'est pas comme la meilleure année, parce que là, il se passe pas grand-chose. » Tout le monde t'en parle constamment. Tes voisins, ta famille, tes amis, le plombier qui vient chez vous. « Ouais, c'était pas bien bon l'année passée. » Tout le monde te parle de ça. Fait que tu t'en fais une obsession. Puis c'est créativement, c'est pas bon. Puis ça a été vraiment, à certains moments, excessivement difficile. Puis on est les seuls responsables de se mettre dans cette situation-là. Mais dans le cadre d'une production, là, genre, tu disais que Simon et toi, genre, vous le vivez, mais pas au même moment. C'est tout ça qui fait en sorte que vous vous tenez. Genre, vous vivez cette espèce de stress-là, mais vous n'êtes jamais down en même temps. On n'est jamais down au même moment. Puis moi qui a justement une réputation d'être quand même assez solide, c'est arrivé que Simon me recraint, fasse comme, regarde, là, prends ton gaz égal, on va y arriver, on va s'en sortir, ça va être correct. Mais tu sais, on s'entend, là, tout ça pour une... Tu sais, je veux dire, calice, là. Un show de TV. C'est pas un hôpital militaire en Afghanistan là, que je run. Là. Sauf que tout le monde te parle de ça. Là, tu lis les articles, tu fais ça. C'est ça. Mais pourquoi tu le refais? Ça fait 2 ans qu'on a énormément de plaisir à faire. Les meilleures éditions, 2020-2021, selon moi, là, les 2 meilleures éditions qu'on a faites, on a beaucoup appris, mais ça fait 2 ans qu'on a vraiment du fun à faire la production. La pression est là, surtout que c'était dans un contexte de pandémie, c'était difficile, mais
mais créativement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis j'ai retrouvé mon ami, Simon, puis moi, c'était négatif parce qu'on était tout le temps dans l'inquiétude, la peur. Puis là, depuis les 2 dernières années, on a vraiment eu, autant avec les équipes, autant le résultat d'écoute, ça a été vraiment super. Vous avez craqué le code, là. Vous avez comme trouvé l'espèce de façon. Ça, là. Non, mais dans le sens, comment avoir du plaisir, en tout cas. Oui, parce que t'as pas... Hey, je l'ai pas, la recette, là. Puis je l'aurai jamais, là, de comment faire un bon show. Mais là, ça fait 2 ans que vous scorez, que ça se passe bien, puis tu as plus de fun. Tu as quand même trouvé un peu plus la recette qu'il y a 5-6 ans. On évite de tomber dans les pièges qu'on se tendait nous-mêmes. C'est quoi ça? C'est de penser vouloir faire différent. Un bye-bye, c'est une émission qui est grand public. Tu parles à tout le monde. Tu parles au gars qui est à Val-d'Or. Tu parles à la dame qui habite à Sainte-Thérèse, tu parles à ton voisin, tu parles à la personne qui habite sur Maplewood à Outremont, tu parles à tout le monde, tu parles aux enseignants, aux médecins, aux enfants. Fait que si tu n'es pas capable d'avoir une vision hyper large des sujets sociétals, t'es faite. Si tu veux aller dans quelque chose de c'est niché, c'est différent, les gens sont tannés de voir des parodies de télé ou de politiciens. C'est ça un bye-bye. Fais d'autres choses. Mais tu peux pas arriver et dire, nous, on va faire un bye-bye qui est complètement à l'image de ce qui nous fait rire à nous. Ça va être le plus gros échec ever. Là. Puis comment tu arrives à justement mettre, entre guillemets, tes goûts de côté puis trouver des espèces de lieux communs qui demeurent drôles puis qui ont une personnalité? Avec une équipe de création. C'est vraiment eux. Le mérite ne me revient pas à moi. Oui, des fois, moi, j'ai des idées, là, mais tu prends une équipe de création, puis si ça nous fait rire, puis on le teste, puis on essaie de savoir est-ce que les gens ont les références auxquelles on fait. C'est ça qui est difficile dans un bye-bye, Chris, dans les années 2000. Là. Je veux dire, on n'écoute pas toute la petite vie, puis on va pas tout gazer au Shell. Puis, tout est fragmenté. Tout est fragmenté. Fait que là, c'est quoi qu'est-ce qui... Puis la pandémie nous a amené des lieux communs, nous a amené des expériences communes. On a tous vécu la même style d'affaires. On a tous nettoyé notre épicerie. On a tous fait des niaiseries en même temps. Fait que ça nous a bizarrement, la pandémie nous a aidés créativement. Là. Quand est-ce qu'on va voir ton nom sur des films sur Netflix, Disney+, à l'international? Quand est-ce que tu vas sortir du Québec? As-tu cette ambition-là en toi ou tu te dis, OK... Complètement. Puis c'est mon... Tu sais, comme souvent les gens, ils pensent que j'ai pas d'échec ou que j'ai pas... Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça, faire des projets. Tu sais, puis je passais... Tu sais, mais on s'en fout, passer proche. Hein. Je suis passé proche d'avoir un gros projet à Toronto. Il n'y a rien que j'aimerais plus que faire un gros projet international. Mais je n'ai pas accès à ces projets-là, puis je n'ai pas trouvé la façon de les faire. Puis jusqu'à maintenant, c'est un constat d'échec. Pas parce que je veux sortir de mon marché, mais avoir un gros projet, là, qu'on tourne à Montréal, qui est tourné en anglais, puis qu'on vend partout sur la planète, là, un peu à la Narcos ou... Casa de Papel ou des trucs comme des ça. Des affaires de même. Je veux dire, c'est sûr que c'est sûr que j'aimerais ça faire ça un jour. Puis je pense pas que ça va m'arriver. Puis c'est pas par défaitisme, là, mais je suis tellement occupé à faire mes projets ici, puis je pense pas que ça... Je vois pas comment mon break va arriver si un jour il arrive. À un moment donné, quand tu auras fait 23 ans, tout le monde en parle, puis 12 bye-bye, tu penses pas à un moment donné que tu vas dire, ben là, je prends 2 ans, je m'en vais à LA, puis est-ce que tu as refusé des gens qui t'avaient proposé une job à LA? Mais tout le monde fait ça à LA. Tout le monde est à LA avec un projet. J'adore. Moi, je suis un fan. Les gens en général n'aiment pas Los Angeles. Moi, j'adore ça. J'irais vivre là avec ma famille demain matin. Mais l'erreur que les gens font, c'est celle-là. C'est de dire, je m'en vais là-bas, puis pendant 2 ans, je t'évoque mon projet. Faut que tu déménages là-bas quand tu as un projet qui fonctionne. Fait que si j'avais un projet que je pouvais adapter là-bas, là, ça serait une bonne porte d'entrée parce que les gens, ils vont reconnaître les gens qui font des choses, pas des gens qui ont des projets. Tout le monde a des projets. T'as n'importe qui, ton barista à Los Angeles, là, c'est un acteur en devenir ou c'est un auteur, puis tout le monde a un projet génial. Fait que c'est pas comme ça qu'on va se démarquer, c'est en arrivant avec quelque chose de concret qui va se faire là.
Moi, je me vois pas là, à 71 ans à l'Académie à Los Angeles en train de pitcher un projet. Ça m'intéresse pas. Non, mais j'ai vraiment pas envie de ça. Je l'aime ma business, j'aime ma carrière. Mais la journée que je vais arrêter complètement. Là. Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Barista avec des projets. Ah oui. Écoute, je sais même pas ce que je vais faire dans 3 ans ou dans 5 ans. J'ai jamais eu cette vision-là à moyen ou long terme. Ben, je vais te le dire, tu vas faire le bye-bye puis tu vas faire tout le monde. Hey, dans 20-30 ans, là, quand tu vas être rendu vieux, là, ça va être quoi le leg que Guillaume L'Espérance va... Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, de ton leg à la télé québécoise? Rien. J'ai pas envie que, de toute façon, les gens qui étaient incontournables dans les années 70-80, il n'y a plus personne qui... Tu sais, nomme-moi un producteur connu des années 80, il n'y en a pas. Puis c'est bien correct. J'aspire pas à ça. Mon fantasme en ce moment, c'est de ne plus aller dans les galas. Juste aller dans les parties des galas. J'ai pas envie, moi, Premièrement, je suis quelqu'un de relativement... Puis c'est pour ça que je décline tout le temps les entrevues. C'est que je suis quelqu'un, à la base, de quand même assez timide puis assez réservé publiquement. C'est-à-dire, dans un party, je suis loud. Puis quand je te croise, je suis loud, mais pas... je suis pas quelqu'un qui veut faire parler de lui. Moi, j'ai pas envie qu'on m'invite dans les talk shows. Je suis très, très bien dans la place que j'occupe. Fait que dans 20 ans, j'espère que on va m'avoir oublié, puis qu'il va y avoir des nouveaux producteurs et productrices qui vont prendre une place puis qui vont perpétuer la tradition de la télévision au Québec. Fait que ton but, ce serait pas de finir président genre du conseil de l'INIS puis de pouvoir boucler la boucle? Ben, j'en veux même pas. Écoute, en plus, mais c'est la preuve, ceci dit, que si ça se passe pas comme vous pensez puis que vous êtes refusé, ben, j'ai fait ma place dans cette industrie-là. Là. Puis ces échecs-là n'ont pas fait de moi quelqu'un de plus fort. Là. Ce serait vraiment de la fucking bullshit de dire ça. Parce que j'étais juste comme déçu et triste. Mais il existe différents parcours pour te rendre à la même place. Ça, c'est sûr. Hey, merci, Guillaume. Merci à toi. Un grand merci à mon invité Guillaume L'Espérance. Merci aussi à la réalisatrice Sacha Campeau. Je suis Philippe Lamar et vous écoutiez Entre la fin et le début. C'était un podcast Urbania.